Bonjour. Good morning to... Bonjour à tous. Bonjour à vous, Monsieur Mangou. Nous sommes ici aujourd'hui pour poursuivre l'interrogatoire par la défense de Monsieur Gbagbo, non pardon, de Monsieur Blé Goudé. Et sans plus tarder, je donne la parole à Maître Ndri. Oui, je suppose que c'est vous. J'ai vu Maître Knops, que Maître Knops s'apprêtait à me montrer que c'est Maître Ndri. Oui, je sais, c'est Maître Ndri. Je vous donne la parole. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, chers membres de la Chambre. Bonjour, Monsieur le témoin. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Maître. Alors, nous allons donc poursuivre. Hier, Monsieur Mangou, Philippe, nous nous sommes laissés sur la projection donc, de 2 vidéos. Et j'avais réservé mes questions pour ce matin. Dans la première vidéo, donc CIVOTP 0064 0103, le journaliste rendait compte, et selon son commentaire, les faits qui avaient vu pour victimes les nommés Rabé Maï Marcelin et Meï Jacques se seraient déroulés le 29 décembre 2010 à Abobo. Ici, vous avez parlé de décembre 2010. Est-ce que cette précision de la date, 29 décembre 2010, dans la commune d'Abobo, est-ce que vous confirmez cette date? Oui, Maître, je le confirme. D'accord. Est-ce qu'après le repos d'hier, par exemple, vous pouvez vous rappeler maintenant des circonstances? Est-ce qu'il vous a expliqué, enfin, vous avez dit précédemment que vous ne vous rappelez pas, mais est-ce que dans la nuit, vous vous rappelez? Si oui, vous pouvez nous donner les circonstances des blessures de ces 2 victimes civiles. Donc, Maître, il s'agit des victimes, parce que il fut un temps où les jeunes patriotes arrêtaient les convois de l'ONUCI. Donc, ceux qui ont été blessés étaient en bordure de route, et c'est au passage des engins qu'ils ont tiré sur eux. La peur donc de se voir arrêtés fait que souvent ils tirent sur les jeunes patriotes pour pouvoir passer. Donc, ces 2 personnes, est-ce que vous connaissez, si vous avez l'information, le type d'arme qui avait été utilisé par les forces onusiennes? Généralement, c'est fait avec les mitrailleuses des engins. Parce qu'à bord des engins, il y a des mitrailleuses, des 7,62. D'accord. Il y avait aussi une deuxième vidéo où vous-même vous avez rendu visite à vos frères blessés. Et dans cette vidéo, il y avait donc le FDS Akadji Dogbo Clément, le nom était écrit. Et le journaliste parlait de victimes de la marche du 16 décembre 2010. Vos frères d'armes que vous avez donc visités. Et pour reprendre le propos du FDS Akadji Dogbo Clément, il dit « Nous sommes tombés dans une embuscade et ils ont commencé à rafaler sur notre véhicule.
Ils nous ont demandé de descendre. On est descendu. Et ils nous ont mis dans un caniveau et ils ont abattu 2 de nos gars. Et ils ont tiré sur moi. Et quand ils ont tiré, il y avait un caniveau à côté. Et je suis tombé dans le caniveau et j'ai joué aux morts. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ici que cette victime FDS l'a été donc dans la journée du 16 décembre 2010 lors de la marche sur la RTI? Oui, maître, je le confirme. D'accord. Cette victime parle d'embuscade. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus en ce qui concerne le lieu, l'heure de cette embuscade? Je n'ai pas le lieu, je n'ai pas l'heure, mais je sais qu'une embuscade, c'est une opération tactique qui consiste à partir d'un axe à se mettre en un endroit favorable du terrain et attendre l'arrivée de l'ennemi. Donc dès que l'ennemi arrive, on ouvre le feu brusquement pour interrompre sa progression et éventuellement faire des victimes. Sinon, je n'ai pas l'heure, je n'ai pas le lieu. Monsieur Mangou Philippe, en dehors de ce récit de cette victime FDS, est-ce que vous avez des informations à fournir à cette chambre, toujours dans cette journée du 16 décembre 2010? Récit faisant ressortir que parmi les manifestants, il y avait des personnes armées et que les FDS en ont été victimes. Il me serait difficile d'être affirmatif, maître. J'ai souligné ici que concernant la marche, nous n'étions pas au contact des marcheurs. Notre activité, c'est que nous avons placé des éléments à des points sensibles de la ville et nous nous occupions de la RTI et des activités au niveau du Golfe. Donc nous n'étions pas en contact avec les marcheurs pour savoir si effectivement il y avait des éléments armés parmi eux. Monsieur Philippe Mangou, pour l'instant, je vais me garder donc de projeter cette vidéo, mais je vais vous poser la question. C'est une vidéo qui a beaucoup circulé. Est-ce que vous avez vu une vidéo parlant donc de la marche du RHDP du 16 décembre 2010, qui montrait parmi les manifestants des personnes possédant des armes lourdes telles que le RPG? Est-ce que cette image vous dit quelque chose? Enfin, le descriptif tel que je viens de le dire. J'ai vu des images montrées par la télévision ivoirienne avec des éléments qui avaient une botte où il y avait des munitions de RPG. C'est ce que j'ai pu voir comme image. D'accord. Nous allons passer une autre vidéo. CIV, OTP, 0064,
0083, diffusé donc pour la première fois le 19 janvier 2011, puis le 20 janvier 2011 sur la RTI. Et les minutes donc, qui vont nous intéresser partent donc de la minute 15:08 secondes à 19:13 secondes. Onglet 373. Je voudrais prévenir la Chambre que pour cette vidéo, nous n'avons pas de transcript. Le transcript donc, va être donné à votre Chambre dans le cours de la journée. Mais par la suite, je poserai des questions donc, qui vont reprendre l'essentiel du communiqué. Il s'agit d'un communiqué de FDS. Et je voudrais rassurer la Chambre que vous n'allez rien rater du tout. No problem, Maître Anteri. The defense has the floor, evidence channel 2. Greffier d'audience, la défense à la main, évidence 2. Viennent de produire une déclaration sur les casques bleus de l'ONUCI, dont 2000 sont déployés en ce moment même à Bouaké. Ces casques bleus commandés par le Coréen Choi, représentant de l'ONU en Côte d'Ivoire, sont déterminés à attaquer Abidjan avec l'appui des rebelles. Le chef d'état-major des armées, le général Philippe Mangou, demande à ses hommes de veiller au grain et de fouiller tous les véhicules de l'ONUCI sur tous les corridors. La déclaration des forces de défense et de sécurité est lue par le colonel-major Babrigo Hilaire. Selon des renseignements dignes de foi, en provenance de la zone dite Sieno, occupée par les forces nouvelles, renseignements en possession de l'état-major des armées, 2000 casques bleus auraient été débarqués à Bouaké ces derniers temps en vue d'être projetés sur Abidjan avec pour mission de s'attaquer aux institutions de la République de Côte d'Ivoire. La même source révèle la fourniture aux forces armées des forces nouvelles, en nombre important, de véhicules de type 4x4 à partir d'un pays voisin du Nord, destinés également à être convoyés dans la partie sud du pays par le biais de l'ONUCI. Pour ce faire, ces véhicules seraient en train d'être peints aux couleurs onusiennes dans un garage situé au quartier Gonfreville à Bouaké, précise cette source. L'objectif est clair. Les éléments des forces armées des forces nouvelles, avec l'appui de leur soutien interne habituel, se rendraient ainsi massivement dans la capitale économique ivoirienne et dans d'autres villes sur les lignes de front, aux fins de mettre à exécution leur projet d'attaque, de conduite d'actions de sabotage et de guerre en milieu urbain, au cours desquelles ils ouvriront le feu sur les innocentes populations. Les effets attendus par ces derniers restent la provocation de soulèvements et une révolte générale des populations civiles contre les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire censées assurer leur protection. Car, dans cette même logique, des informations persistantes font état de ce que certains de ces véhicules 4x4 porteront le sigle SECOS, entendez Centre de commandement des opérations de sécurité, une unité appartenant bien aux forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire. Face à de telles manœuvres de basse inspiration, les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire assurent les vaillantes populations ivoiriennes vivant sur l'ensemble du territoire national qu'elles mettront tout en œuvre pour identifier ces véhicules et faire ainsi barrage à ces ignobles actes de perfidie. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire invitent par conséquent ces braves populations à garder leur sérénité. Le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, a alors instruit toutes les patrouilles et autres postes de contrôle des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire
partout où elles se trouvent, de procéder désormais avec rigueur et fermeté aux fouilles des véhicules de l'ONUCI frappés du cycle UN. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Faite à Abidjan le jeudi 20 janvier 2011. Monsieur Philippe Mangou, je voudrais juste, avant de vous poser des questions sur cette vidéo, revenir un peu en arrière, excusez-moi. Toujours hier, dans les vidéos que je vous ai présentées, il y avait aussi le récit de ces FDS qui suivaient un véhicule des forces onusiennes et donc qui repartait vers Sébroko. Est-ce que vous pouvez dire d'abord Sébroko, c'est quoi? Sébroko, c'était, enfin, j'allais dire c'est le siège de l'ONUCI. Donc, situé au quartier à Tekoubé, disons non loin de Boribana. D'accord. Et ce FDS vous a donc fait le récit de l'incident et a dit qu'il repartait en voiture lorsqu'ils ont entendu des rafales. Et je pense un FDS a été tué. Est-ce que vous confirmez devant cette chambre que c'est bien ce qui s'est passé, tel que raconté, s'il y avait des éléments complémentaires à dire, à nous situer? Effectivement, maître, c'est bien ce qui s'est passé puisque je suis passé à l'hôpital voir l'intéressé moi-même. Et il m'a fait le récit de cet incident. Donc c'est bien ce qui s'est passé. La seule chose que je lui ai dite, c'est qu'après avoir interdit le passage, il n'était pas conseillé qu'il accompagne ces éléments jusqu'à leur base. Il aurait dû les laisser faire demi-tour. Donc ça, je lui ai fait le reproche. Est-ce que cette information, vous l'avez portée aux responsables qui commandaient donc le contingent onusien? Est-ce que cette information a été portée jusqu'à lui? Tous ces incidents ont été débattus à la réunion quadripartite. Chaque fois qu'il y a un incident de ce genre, nous nous retrouvons et nous en parlons pour qu'il n'y ait pas d'engrenage. Donc effectivement, le général Aziz a été informé de ces différents incidents. Monsieur Philippe Mangou, des frères d'armes donc, qui tirent sur des FDS alors qu'ils ne sont pas dans un affrontement armé, est-ce que vous avez des informations concernant une suite disciplinaire donnée à ces agents de ce contingent onusien qui a donc tiré sur un FDS alors qu'il n'était pas en affrontement armé? Est-ce que vous avez la suite judiciaire qui a été donnée à cette affaire? Nous n'avons reçu aucune suite judiciaire. Je le dis parce que quand un chef est informé de ce genre d'événement, qu'il y a une punition, il doit en rendre compte au chef l'élément qui a été blessé. On n'a pas reçu d'informations, donc je suppose qu'il n'y a pas eu de suite judiciaire. Alors nous allons revenir donc à la vidéo, le communiqué de l'état-major. Alors, je voudrais revenir sur une phrase
contenu dans ce communiqué, selon des renseignements, je cite, selon des renseignements dignes de foi, en provenance de la zone dite CNO, occupée par les forces nouvelles. Fin de citation. Question. Monsieur Mangou, quel est le seuil de crédibilité d'une information qui amène l'état-major de votre armée à produire un communiqué de ce genre? En d'autres termes, à quel moment l'armée juge qu'une information est digne de foi? Alors, très souvent, ces renseignements, nous les avons de la population, des gens qui arrivent pour nous donner des renseignements. Et vous savez qu'au niveau des crises, au niveau des guerres, il n'y a pas que la guerre qu'on fait avec les armes. Il y a aussi la guerre des communiqués. Montrer à l'ennemi que nous sommes informés de ce qu'il est en train de faire. Donc, très souvent, quand nous faisons ces genres de communiqués, si c'est vrai qu'il est en train de faire ce que nous avons rapporté dans notre déclaration, avec les dispositions que nous prenons, très souvent, ils se disent, bon, ça y est, ils sont informés et ils renoncent à ce qu'ils veulent faire. Donc, en gros, dès que nous avons l'information, nous balançons ça pour leur dire que nous sommes informés et que nous avons pris des dispositions. Je n'ai pas. Est-ce qu'il y a une vérification minimum? C'est pour ça que je parle de seuil. Alors, pour la vérification, normalement, au niveau de l'état-major, on a un service de renseignement. Et ce service de renseignement, très souvent, envoie des éléments en tenue civile dans la zone ennemie pour recueillir le maximum de renseignements et nous faire parvenir ces renseignements. D'accord. Alors, vous dites, le communiqué, je vais être précis, le communiqué, dit, à partir d'un pays voisin du Nord, Monsieur Philippe Mangou, selon donc cette information digne de foi contenue dans le communiqué de l'état-major, quel est ce pays du Nord? Permettez, maître, que je ne cite pas ce pays, que je ne le cite pas. Vous devinez aisément les raisons qui vont m'amener à ne pas citer ce pays. Mais généralement, nos thèmes tactiques sont ainsi bâtis. On les bâtit souvent de noms de couleurs, un pays orange, un pays vert. Donc, si vous voulez avoir la vraie information, ça sera peut-être à huis clos, si Monsieur le Président le permet, je donnerai le nom. J'allais le demander. I'm fine with it, but we know the country. Le Président, je n'ai pas d'objection, mais nous connaissons le pays. Si vous le préférez, nous pouvons passer à huis clos partiel. Président, je préfère qu'on passe à huis clos partiel, s'il vous plaît. Yes. Le Président, certes, certes. Très bien, passons à huis clos partiel. Alors, toujours ce communiqué, et je vais citer. L'objectif est clair. Les éléments des forces armées, des forces nouvelles, avec l'appui de leur soutien interne habituel. Fin de citation.
Monsieur Philippe Mangou, vous avez dit ici au cours des audiences précédentes qu'on ne parlait plus de forces nouvelles, mais plutôt de forces républicaines de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi le communiqué de l'état-major contenait toujours cette appellation de forces armées des forces nouvelles, alors que nous sommes ici au 20 janvier 2011? Alors, ça a été, disons, c'est l'ancienne appellation, mais ce n'est plus l'appellation force nouvelle. Ces forces, je l'ai souligné ici, ont fait leur mutation dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, et ce depuis le 4 mars 2007. Elles sont devenues forces républicaines de Côte d'Ivoire. Donc l'appellation qui sied, c'est l'appellation Force républicaine de Côte d'Ivoire. Je dis pourquoi est-ce que votre communiqué, alors que depuis le 4 mars, selon vous, 2007, il ne s'appelle plus Force Nouvelle, pourquoi votre communiqué contient l'expression Forces armées des Forces Nouvelles en 2011, le 20 janvier 2011, pour désigner finalement quelle force? C'est bien ça, c'est une question d'habitude. À force d'appeler force républicaine, force nouvelle, c'est resté force nouvelle. Sinon, c'est bien force républicaine de Côte d'Ivoire. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, quels sont ceux qu'il faut voir derrière l'expression soutiens internes habituels des forces nouvelles? Soutiens internes habituels. Quel est le visage qu'il faut mettre derrière cette expression contenue dans votre communiqué? Alors, les soutiens internes habituels, je l'ai souligné ici, pendant la crise, surtout de 2000, quand nous étions sur le terrain, je vous avais dit qu'il y avait des jeeps qui précédaient souvent les attaques. Donc, c'est souvent aussi qu'ils ont des instructeurs français avec eux, mais qui forcément ne prennent pas part au combat. Le fait même, peut-être même de soutenir sur le plan tactique sans participer au combat, c'est quand même un soutien. Il y a aussi les supplétifs qui s'ajoutent aux éléments combattants. Donc voici en gros les soutiens dont on parlait. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu supplétif, ça veut dire? Les supplétifs, ceux qui ne sont pas éléments des forces républicaines de Côte d'Ivoire, qui participent quand même au combat. Comme nous en avons eu aussi, des gens qui ont combattu à nos côtés. D'accord, nous allons avancer. Je vais citer encore le communiqué. Je cite: le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, a alors instruit toutes les patrouilles et autres postes de contrôle des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, partout
où elle se trouve de procéder désormais avec rigueur et fermeté aux fouilles des véhicules de l'ONUCI frappés du sigle UN. Fin de citation. Monsieur Philippe Mangou, confirmez-vous qu'à partir de ce communiqué, en date du 20 janvier 2011, ordre a été donné à vos hommes de fouiller les véhicules de l'ONUCI? Effectivement, comme dit dans le communiqué, l'ordre est bienvenu donc du chef d'état-major des armées. Et dès que le communiqué a été lu, nous avons eu une réunion avec les commandants des forces impartiales, l'ICORN et l'ONUCI, et ils nous ont fait savoir que l'État ivoirien a signé un avenant avec l'ONU et qu'il était interdit de fouiller leurs véhicules. Et ça, c'est vrai. Nous n'avons pas le droit de fouiller les véhicules de l'ONUCI. Donc, nous avons dû informer les chefs de corps et les commandants des grandes unités afin que le message soit relayé auprès de leurs hommes pour que les véhicules de l'ONUCI ne soient pas fouillés. Donc, ça n'a jamais été fait. D'accord. Et quand vous dites immédiatement après le communiqué, c'est-à-dire combien de temps après? Le communiqué a été donc lu au journal de 20 h. Le lendemain, les deux chefs, les deux commandants des forces impartiales m'ont appelé. Et nous nous sommes retrouvés à l'ONUCI et nous avons fait une mise au point. Et à l'issue, nous avons donc donné instruction pour que les véhicules ne soient pas fouillés. D'accord. Donc, disons, le communiqué, c'est le 20, donc le 21 par là. Le 21 par là, c'est bien ça, maître. D'accord. Nous allons appeler une autre vidéo. CIV, OTP, 0064, 0084, diffusé à la RTI le 23 janvier 2011, au JT de 20 h. Nous allons nous intéresser aux minutes 5 minutes 14 secondes à 7 minutes 13 secondes, onglet 375, transcrit CIV OTP 0094 0233, onglet 554. Pour le transcrit, ce sera donc tout le transcrit. Nous allons donc écouter, il s'agit d'un communiqué de FDS. Nous allons écouter le communiqué et après je poserai des questions à M. Mangou. The interpreters don't have. Le président, les interprètes n'ont pas le document papier de cette transcription. Nous avons une copie ici.
Est-ce qu'on pourrait peut-être leur remettre ça? Oui, mais... Thank you. Le président, merci. Okay, thank you. Now we're... Président, merci. Voilà, maintenant nous sommes prêts. Toujours sur la situation post-électorale en Côte d'Ivoire, écoutons cette déclaration des forces de défense et de sécurité, déclaration lue par le porte-parole, le colonel-major Babri Gourou. Nous l'écoutons. Suite aux instructions données récemment par le chef d'état-major des armées aux patrouilles des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire de procéder désormais à la fouille des véhicules frappés du sigle UN à cause de la complicité établie des forces de l'ONUCI avec la rébellion, cette force étrangère a changé de stratégie pour circuler librement et échapper ainsi à ses contrôles. Elle s'est alors engagée à utiliser des véhicules portant des immatriculations civiles qui ne sont plus frappés du même sigle UN. L'état-major des armées est aujourd'hui en possession d'une liste de 41 de ces véhicules. Aussitôt informé de cet autre acte de perfidie de l'ONUCI, le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, a de nouveau instruit la gendarmerie nationale et la police nationale aux fins d'immobiliser ces véhicules, une fois identifiés, aux différents barrages et de procéder minutieusement à la fouille de leur contenu et de demander l'usage fait des 10 véhicules. En tout état de cause, tous les numéros des véhicules concernés seront publiés dans toute la presse, dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie et partout où besoin sera. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Fête à Abidjan le dimanche 23 janvier 2011. You're ready, Maître Ndri. Monsieur Philippe Mangou, ce communiqué est la suite du premier communiqué. Et donc, contrairement à ce que vous nous avez dit, à savoir que ce communiqué n'a pas eu de suite, le premier, ici nous pouvons lire, et je vais citer. Suite aux instructions données récemment par le chef d'état-major des armées aux patrouilles des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, de procéder désormais à la suite des véhicules frappés du sigle UN,
à cause de la complicité établie des forces de l'ONUCI avec la rébellion, cette force étrangère a changé de stratégie pour circuler librement et échapper ainsi à ses contrôles. Fin de citation. Monsieur Philippe Mangou, contrairement donc à ce que vous dites, vos patrouilles sont donc passées à l'action après votre communiqué. Non, mais ne soyez pas affirmatif. Celui qui a donné les instructions, c'est bien moi qui suis assis là. Et je vous dis qu'on n'a pas fouillé de véhicules. Ce sont des dispositions qui ont été prises au niveau de l'ONUCI, compte tenu du premier communiqué qui a été fait, mais aussi compte tenu du fait que leur véhicule était arrêté. Et ces numéros dont nous sommes entrés en possession nous ont été communiqués par un responsable de l'ONUCI qui y travaillait. Sinon, nous ne pouvons pas inventer les numéros. C'est lui qui, à l'issue du premier communiqué, lorsqu'ils ont pris les dispositions pour circuler dans des véhicules civils, nous a communiqué ces numéros. Donc, je confirme qu'aucun véhicule n'a été fouillé. Il fallait tout juste trouver une introduction pour arriver au fait qu'ils avaient maintenant pris des véhicules civils. Donc, on a remonté un peu à la première déclaration qui a été faite. Sinon, je confirme qu'aucun véhicule n'a été fouillé. D'ailleurs, on n'a même pas le droit de les fouiller. Premièrement, ce que vous dites à la Chambre, c'est que après la production donc, de votre premier communiqué, vous avez fait une rencontre avec les responsables de l'ONUCI et malgré cela, vous avez produit un deuxième communiqué. C'est ce que vous dites à la Chambre? C'est bien ça, parce qu'ils ont changé de stratégie. Au lieu de circuler dans leur véhicule, ils ont pris maintenant des véhicules civils. Donc nous partons du premier communiqué qui a été fait pour dire, ben voilà où ils en sont maintenant. Donc il faudrait qu'on prenne les dispositions. D'accord. Alors, donc, sont ces informations internes. Toute armée a ses sources d'informations, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc, qui amènent l'état-major à parler de complicité établie des forces de l'ONUCI avec la rébellion armée en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est la fiabilité de cette source qui vous amène donc à écrire cela dans ce communiqué? C'est bien la fiabilité de cette source. C'est un élément de l'ONUCI qui travaillait à l'ONUCI qui nous a communiqué tous les numéros des véhicules. Vous savez, quand c'est comme ça, bon, il y en a qui sympathisent avec nous et puis il y en a qui sont un peu durs avec nous. Donc ceux qui sympathisaient avec nous nous ont communiqué les numéros. On ne les a pas inventés. D'accord. Monsieur Philippe Mangou, est-ce que ces numéros en son temps n'ont pas été publiés dans la presse ivoirienne? Ces numéros ont été lus à la télévision ivoirienne et publiés dans la presse ivoirienne. D'accord. Je voudrais maintenant parler de l'information, de la livraison d'avions biélorusses à la Côte d'Ivoire, selon un rapport de l'ONUCI. Avez-vous en son temps été informé de ce qu'un rapport produit par l'ONUCI avait fait état de la livraison de 3 avions de guerre à la Côte d'Ivoire?
donc en provenance de la Biélorussie. Avez-vous été donc informé de ce rapport de l'ONUCI? Il serait souhaitable, maître, que vous puissiez définir le type d'avion. En tout cas, un avion qui tombait sous le coup de l'embargo. Alors, nous avons eu... Excusez-moi pour compléter, donc pas un avion civil. Nous avons eu 2 types d'avions. On a eu des MiG, on a eu des Sukhoi. Donc, je ne sais pas si c'est des MiG ou bien si c'est des Sukhoi. Non, je n'ai pas été peut-être précis. J'ai dit, avez-vous eu connaissance, pendant la crise ivoirienne, d'un rapport du représentant du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, M. Choi, accusant la Biélorussie de violer l'embargo donc imposé à la Côte d'Ivoire et qui faisait état de la livraison donc par ce pays, la Biélorussie, d'avions à la Côte d'Ivoire. C'est de ce rapport. Avez-vous eu information de ce rapport? Oui, maître, j'ai eu connaissance de ce rapport. D'accord. Toujours, avez-vous eu connaissance que quelque temps plus tard, soit le 3 mars 2011, et je vais citer, si vous avez eu connaissance, vous nous dites, je vais citer, Monsieur Alain Leroy, depuis New York, chef des opérations de la paix, avait dit ceci, et je vais le citer. Si vous le savez, vous allez le confirmer. Je cite, « Je dois admettre, et c'est désormais très clair, que le rapport de notre mission était une erreur. Aucun avion n'a atterri ce soir-là. C'était une erreur. J'ai rencontré le chargé d'affaires de la Biélorussie pour lui dire mon profond regret et lui présenter nos excuses pour le préjudice causé à la Biélorussie à cause de rapports erronés en provenance de notre mission. » Fin de citation. Tel que dit, première question, est-ce que vous avez eu l'information selon laquelle, après donc la publication du premier rapport donc, de M. Choi sur les avions biélorusses, l'ONU a présenté des excuses à la Biélorussie. Est-ce que vous avez cette information? Non, je n'ai pas eu cette information. Je connais bien M. Alain Leroy qui est passé plusieurs fois nous voir à l'état-major, mais je n'ai pas eu cette information. D'accord. Nous allons poursuivre avec une vidéo. Et cette fois-ci, nous allons parler un peu plus des FDS. Juste une minute. Je vais te le dire, donc tu peux dire le numéro. Donc c'est toute la vidéo, et l'onglet c'est... Alors,
la vidéo donc CIV D25 0050 0021. Il s'agit donc de toute la vidéo et l'onglet 835. Le transcrit CIV D25 0050 0200, onglet 837. Il s'agit donc de tout le transcrit. Je voudrais prévenir la Chambre qu'il s'agit d'une vidéo sur les hommages aux 32 FDS tués au champ d'honneur. Nous allons voir toute la vidéo et après je poserai les questions à M. Philippe Mangou. They're ready. Interpreters are ready. Le Président, les interprètes sont prêts. État-major au plateau. En effet, cette journée s'est éteinte comme 32 personnes éléments des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire suite aux événements post-électoraux en Côte d'Ivoire. Alors la nation tout entière, avec à sa tête le président Laurent Gbagbo, ainsi que les autorités militaires de ce pays, ont décidé de rendre hommage à ces valeureux soldats tombés sur le champ d'honneur. Ils ont comme ça été décorés et promis au grade supérieur en hommage et en gratitude par rapport à leur acte, à la vie qu'ils ont donnée pour la Côte d'Ivoire, pour leur patrie. Suivez ici les moments forts de cette cérémonie qui a été ponctuée par beaucoup d'émotions, mais aussi de reconnaissance et de gratitude.
portant organisation du ministère de la Défense, puis le décret 2010-312 du 6 décembre 2010 portant nomination des membres du gouvernement. Décrète. Article 1er est promu à titre posthume à compter du 1er janvier 2011 au grade de lieutenant, le sous-lieutenant Péché Django Célestin. Le ministre de la Défense et du service civique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel à plus de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 21 janvier 2011, Laurent Gbagbo. Sont promus à titre posthume à compter du 1er janvier 2011 les gendarmes et militaires dont les noms suivent: gendarmerie nationale au grade de maréchal des logis chefs, les maréchaux des logis, Kone Mamadou, matricule 42 746, Lokou Asamoah Guillaume, 2025, Sougou Namba Kucher, 29 919. Force CRS, au grade d'adjudant, les sergents-chefs, Wakili Togo Célestin, matricule 001 87 11 268, Bakaba Koulibaly, 050 87 0019. B. Au grade du sergent-chef, les sergents Tabro Seri, matricule 002 80 09 31. Boubo Etienne Eba, 009 88 0138. 2. Au grade de caporal-chef, les caporaux, Lon Aïba Ayoro, matricule 001 50 369. Kambou Olo, 001 01 50 360. Kodia Martial Robespierre, 001 49 252. Cablan Poirier, 001 00 45 212. Article 2. Le chef d'état-major des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera appliquée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Signé le ministre de la Défense et du service civique de le groupe ALEC. Article 1er est nommé à titre exceptionnel et à titre posthume au grade de lieutenant de police, le sous-lieutenant de police Yali Jules Mécano 352 584 U. Article 2. Le ministre de l'Intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et des Finances chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 3 février 2011, Laurent Gbagbo. Ce sont à l'heure actuelle 32 de nos frères d'armes des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire qui ont payé de leur vie alors qu'ils accomplissaient leur mission régalienne de défense de la patrie, comme tous ceux qui servent d'ailleurs le métier des armes. La mission de se dresser contre les ennemis de la nation en défendant au péril de leur vie les institutions de la République de Côte d'Ivoire, leur seul pays. La sagesse populaire dit souvent que les grandes douleurs sont muettes. Permettez cependant, Excellence, Monsieur le Président de la République, qu'en cette circonstance particulièrement affligeante et lourde, j'exprime, au nom de toute la famille des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire, la douleur qu'elle ressent
de voir certains de ses membres tués alors qu'ils n'étaient pas en guerre. Perdre la vie ainsi du fait de personnes sans raison ni morale, pour qui la perfidie et l'hypocrisie constituent les seules vertus de la vie, est assurément le plus grand malheur qui puisse arriver dans la vie d'un soldat. On nous tuera lâchement, certes, mais on ne nous déshonorera pas, ni ne tuera en nous la volonté et l'engagement de défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Nos frères d'armes ont perdu la vie dans l'honneur et la bravoure. Leur sacrifice n'aura été et ne sera pas vain. Refusant de confondre l'honneur et les honneurs, servir et se servir, vous avez été des soldats dont on peut s'enorgueillir de tout temps dans notre pays. Avec désintéressement et amour de la patrie, vous êtes allés jusqu'au bout de votre engagement et du sacerdoce. Vous n'avez pas failli. Vous avez donné de votre sueur et payé de vos vies pour que vive la République. Vous resterez pour nous un modèle d'engagement face au péril de notre patrie. Vous allez trouver le repos et la paix. Vous rentrez ainsi dans le souvenir inoubliable de la famille, des forces de défense et de sécurité qui vous saluent avec déférence, considération, admiration et fierté. La nation ivoirienne authentique, en reconnaissance du don de vos vies, rassure toutes vos familles, attristées mais dignes dans la douleur, que les marques de votre bravoure et de votre patriotisme resteront à jamais gravées dans la mémoire collective nationale. Tous, ici, le cœur déchiré, nous vous disons adieu. Adieu, camarades. Adieu, chers frères d'armes. Adieu. Le dépôt de gel sera suivi de l'exécution intégrale de l'hymne national de Côte d'Ivoire, la Guyanaise.